Vous imaginez, à seulement 17 ans, s'envoler dans les airs sur une motocross, s'entraîner sans relâche et quelques années plus tard devenir triple champion du monde de freestyle motocross. Non, parce qu'un de nos Français l'a fait, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est devenu une légende du FMX. Aujourd'hui, rendez-vous avec Rémi Bizoir pour plonger dans les coulisses d'une carrière aussi folle qu'inspirante. Meet you at the graveyard, where you lay down, where you stay now, face the cold, I'm no longer by my side now. Wish we were together now, no one I will see ya. I'ma meet you at the graveyard, where you lay down, where you stay now, face the cold, I'm no longer by my side now. Wish we were together now, no one I will see ya. We're undecided between life and past, and lost your battle. Life was up, but I was always here. How can't you tell? I thought we'd be together till life was over. Bonjour Rémi, très heureux de t'accueillir sur la chaîne pour traiter d'un nouveau sujet c'est ce format d'interview, le freestyle motocross. Donc pour vous prévenir les amis, il y aura deux volumes. Un volume justement avec Rémi Bizoir qui sera axé sur sa carrière et une autre vidéo avec Julien Manon qui sera sur sa carrière et le FMX en général. Rémi, bonjour, très 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 heureux de t'accueillir sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir, comment tu vas? Salut, pareil, très plaisir d'être avec toi. Tout va bien, je te remercie. Voilà, et toi? Eh ben, ça va super. Rémi, 3 fois champion du monde de freestyle motocross. Euh, J'aimerais un petit peu que tu te présentes pour ceux qui te connaissent pas. Je suis pilote de freestyle motocross depuis pas mal d'années. Et à la base, je viens de Dordogne, en Bergerac. J'ai commencé à faire du motocross très tard, vers 10 ans, je crois. Et puis le freestyle assez tôt, j'avais 16 ans. Et puis voilà, maintenant j'ai 38 ans et j'habite à Barcelone, en Espagne. Comment tu as connu la discipline? Alors, c'était en 2003. Et le freestyle a eu un gros boom dans ces années-là, là, des années 2000. Et en fait, je faisais du motocross et j'étais impressionné par les gars qui faisaient des sauts, qui faisaient des figures. C'était à l'époque, c'était quelque chose de très rare, d'exceptionnel. Et j'ai assisté à plusieurs événements, plusieurs shows qu'il y avait où j'habitais, là, en Aquitaine. Et puis voilà, puis moi, enfin, comment dire, tout simplement, en étant fan, en étant juste passionné et juste content de sauter des rampes et des sauts. En fait, en général, en motocross, de prendre un plaisir énorme. Et puis après, je me suis dévié directement sur le freestyle quand j'ai vu que c'était possible aussi. Et donc à l'époque, tu l'as connu plutôt avec quel pilote? Pastrana, j'imagine? Alors, à l'époque, Alors, il y avait Pastrana, Terrace, Jérémy Lamblin, Manu Trou, Cyril Porte. Et après, il y avait ouais, Carré Hart, il y en avait beaucoup enfin, très médiatisés. Metzger aussi énormément. Enfin, il y en avait un paquet, mais c'était ouais, principalement une dizaine de noms qui tournaient en Europe et dans le monde. C'était marrant. Bon, après, il n'y avait pas Internet. Nous, on voyait avec les magazines, en fait. Donc ouais Rémi, si jamais je me suis bien renseigné, tu as commencé en 2003 à l'âge de 17 ans. Comment tes proches ils ont réagi? C'est la question que je me pose un petit peu à chaque fois quand je parle avec des freestylers. Tes proches ils ont réagi comment quand tu as annoncé que tu voulais faire du freestyle motocross? Eux ils connaissaient un petit peu ce que c'était ou est-ce qu'ils ont vraiment réalisé concrètement ce que c'était? Ouais, non, à l'époque, c'était quand même un truc un peu exceptionnel, un peu de cascadeur, on va dire. Et du coup, mes proches voyaient toutes les réactions, mais bon, après, moi, enfin, voilà, c'est juste ce qui me plaisait, j'allais dans ma direction. Mais mon père, lui, était totalement d'accord. Au début, il était un peu sceptique, mais comme il était assez ouvert d'esprit, il a toujours été il était là pour m'aider. Du coup, c'était vraiment pratique. Et puis voilà, ça s'arrête là. Mais c'est vrai qu'il y a eu de tout. Enfin, c'est comme un peu dans tout. Il y a des réactions des gens qui disaient que c'était juste une mode, en fait, et que ça allait passer. Il y en a qui disaient que c'était très dangereux. Faut pas écouter les gens, faut faire ce que tu ressens, ce que Ouais, tu as envie. je vois ouais, peut-être chez certains qui te prenaient au sérieux de l'inquiétude et d'autres qui te prenaient un peu pour un fou en mode ah, c'est de la connerie, c'est un effet de mode quoi. Voilà, c'est dangereux, tu vas te blesser, etc. Mais voilà, c'est comme tout. Si tu le fais avec, comment dire, sans brûler les étapes,
arrives à faire quelque chose, quoi. Donc du coup, à tes débuts, tu t'es organisé comment un petit peu pour faire tes rides si jamais je me suis bien renseigné, il me semble que tu avais bidouillé un parc avec récep, rampe et bac. Tu avais quoi un petit peu comme équipement, comme moto, tout ça ça s'est passé comment les débuts de Rémi Bizarre en freestyle? Ah, les débuts, c'était vraiment du freestyle parce que ben, à l'époque, il y avait les plans de rampe sur Internet, il fallait 3-4 jours pour les télécharger. Et surtout, c'était des plans de rampe qui étaient, c'était pas forcément un rayon, en fait, comment dire, une rampe avec coupé tous les mètres et en relevé là-bas. Donc, du coup, c'était une rampe qui était pas agréable à sauter. Mais ouais, c'était vraiment le bon mot, c'était du bidouillage. Ouais. On avait des rampes qui étaient vraiment moyennes, réceptions qui étaient toutes petites. Donc, voilà, c'était un petit peu, on va dire, le début et pas bien fait, c'était à la race. Mais c'était ça la beauté de l'histoire parce que bon, on partait de rien en fait. On n'avait aucune référence, aucune aide. C'est plus comme maintenant, là, il y a tout est disponible sur Internet maintenant, ou même n'importe quel pro, tu peux le contacter, il va t'aider. Mais, euh, mais voilà, c'était complètement à l'arrache. Bac à mousse, pareil. Au début, je crois qu'on a mis avec des bottes de foin et puis la mousse qu'on avait récupérée en déchetterie. Donc voilà, il y a rien qui allait, mais bon, ça faisait le job pour le moment en fait. Mais ouais, c'était pas facile. C'était pas facile parce que pareil, au niveau de la moto, je n'avais aucune idée de ce qu'on faisait. Je pense qu'on était trop souple, etc. Mais voilà, c'était le freestyle, c'est ça qui était marrant aussi, quoi. Et en plus, si je me trompe pas, c'était l'époque un petit peu où chacun, il y en a qui avaient des plans de rampe, mais fallait avoir le contact en fait, fallait trouver pour avoir des plans justement de rampe que tu pouvais construire, parce qu'en plus pour ça, il n'y a pas de, à proprement parler, il y a pas d'usine, il y a personne qui construit les rampes. À l'époque, c'était beaucoup, vous vous débrouillez vous-même. Aujourd'hui, un petit Ouais, peu plus, il y a quelques particuliers qui le font, mais c'était galère un petit peu au niveau des rampes à l'époque. non, non, maintenant c'est assez facile. Tu as les plans de rampes partout sur Internet où tout le monde les a. Il y a principalement des rampes, comment dire, rayon 8 ou rayon 9 qui sont assez similaires l'une des autres. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Après, des entreprises qui fabriquent des rampes, j'en connais pas beaucoup. Je crois qu'il y en a deux ou trois qui le font. Ils le font, et des particuliers aussi. Mais grâce à ces plans-là, maintenant, on a n'importe quelle personne qui est soudeur ou qui a une entreprise de métal, et ils sont capables de vous créer la rampe. Donc ça, c'est déjà bien. Et puis voilà, maintenant, il y a les airbags, etc. Donc tout est assez facile. Et surtout, vous avez des portes qui sont ouvertes au public, enfin, au pilote. Du coup, vous pouvez rouler chez quelqu'un, voir la rampe, bouger la rampe, la réception. Ça, c'est bien. C'est beaucoup plus simple. Et au niveau sécurité, là, maintenant, nouvelle génération, ils sautent sur des airbags. Donc, du coup, beaucoup moins risqué. Donc, comme tu nous as dit, tu as vu passer la discipline dans les journaux, tout ça. Euh, Avant de commencer la discipline, je pense que tu étais vraiment enthousiaste à l'idée justement de pratiquer. Et quand tu as commencé, ça s'est passé comment au niveau du ressenti? Plus de kiff que prévu, moins de kiff que prévu, de la déception, plus dur que ce que tu pensais? C'était quoi un petit peu ton ressenti quand tu as fait tes premiers sauts? Euh, non, non, tout qu'au début. Donc, ouais, c'était quand même vraiment très positif parce que j'adorais sauter. Et j'adorais rider, j'adorais faire des figures. Du coup, j'apprenais assez rapidement, je roulais beaucoup. Et du coup, non, non, j'ai évolué chaque session. Donc, quand tu évolues dans une discipline, tu as toujours envie d'y retourner parce que tu prends plaisir et les choses vont dans ton sens. Donc, non, non, c'était super bien pour moi. Et plein d'erreurs, bien sûr, plein de chutes, mais rien de grave. Et pareil, et puis assez rapidement, les événements sont arrivés, les shows. Et du coup, non, non, super motivé et super content du début. Je sais pas si à l'heure actuelle encore c'est pareil en freestyle. Je suppose qu'il y a, bah, c'est même pas je suppose, c'est logique, il y a des figures plus faciles que d'autres. Toi, c'est lesquelles que tu as appris en premier, que tu as su faire? Alors, les plus faciles, les bases, c'est enfin, dire les seed grab, tout ce qui est seed grab, clicker, double can-can. Donc, ça, c'est les figures que j'ai appris au début, qui étaient les plus faciles. Et on va dire, dans l'ensemble des pilotes, c'est le même ressenti, c'est par rapport à ces figures-là, en fait. Et surtout seed grab, parce que tu attrapes la selle et après le corps vient. Donc, du coup, c'est quelque chose, une figure qui est de base, qui est pas très compliquée. Et puis voilà, après, il y a tout ce qui est beaucoup plus compliqué, qui est au guidon, les tsunamis, des 9 o'clock. Ça arrive plus tard, quoi. Et Et, et après, les flips, mais les flips, une fois que tu as compris un petit peu la chose, que tu en as fait vraiment beaucoup, c'est quelque chose de moins technique que de faire c'est plus facile un flip, on va dire, que faire un tsunami, par exemple.
Et est-ce qu'il y a une figure où au début, tu as galéré vraiment à la travailler et quand tu l'as posée, tu étais super content? Enfin, il y a vraiment une figure dont tu es fier? Tu veux dire dans l'ensemble ou des figures des premiers mois, enfin, au début Dans, de, dans début du l'ensemble, ou dans l'ensemble? enfin, dans les débuts, on va dire, mais que tu as vraiment travaillé et quand tu l'as posée, tu étais content, quoi. Enfin, c'était un objectif, on va dire, peut-être. Ben, les tsunamis, je me rappelle très bien, j'ai mis énormément de temps. Je crois que j'ai mis 2 mois ou 3 mois avant d'arriver à faire un tsunami, tu vois, c'était très long. Je m'entraînais, j'ai répété la figure des dizaines de fois à chaque entraînement, enfin, plus que ça. Mais, et puis voilà, quand, à la fin, quand c'est sorti, que ça arrivait, j'étais vraiment content. Et à l'époque, il n'y en avait pas en plus énormément de gens qui faisaient des tsunamis, donc ça, c'est quelque chose de bien. Tes premières démos, c'était quoi? C'est quoi les premières démos que tu as pu faire? Alors, les premières démos, je me rappelle même pas, je crois que c'était même pas des démos, c'était des jams à la base, où je suis sorti de chez moi, je suis allé rouler chez les autres. Et les premières démos, je m'en rappelle plus sincèrement. Ça fait très longtemps, et du coup, je m'en rappelle vraiment plus trop, mais j'en ai fait ouais, en Dordogne, dans la France. Mais je me rappelle juste, par exemple, que les premiers mois où j'ai commencé à faire du freestyle, j'étais parti 3 mois à Dubaï à faire un événement et ça faisait, je crois, si je me trompe pas, ouais, ça faisait 6, 7 mois que je faisais du freestyle. Et du coup, c'était très, très récent en fait le freestyle et je suis parti direct à Dubaï à faire 3 mois de show. Je crois que c'était 3 mois, ouais, 3 mois, oui, 3 mois de janvier à mars. Et c'était incroyable pour moi. Rémi, l'une de tes premières grosses compétitions chez les pros, League Games, si je me trompe pas, 2006, tu réitères en 2007. Ça fait quoi, 3 ans après tes débuts en freestyle motocross, de se retrouver parmi les plus talentueux de la discipline devant des milliers de personnes sur un show aussi gros? Ouais, c'était hallucinant, je me rappelle très bien. C'était très difficile aussi parce que en fait, je parlais très mal anglais et surtout en fait, j'avais fait quelques compétitions en Europe et là, c'est différent les X Games en fait quand ils t'invitent. Il y en a peut-être pas beaucoup qui le sachent en fait, mais en fait, ils t'invitent, tu as une invitation et tu te démerdes. C'est-à-dire que tu dois trouver ta moto, tu dois trouver ton hôtel, tu dois organiser tes billets d'avion, enfin tout ce que tu la location de la voiture, tu dois tout organiser toi-même. Et ça, moi, je ne le savais pas en fait. Du coup, je suis arrivé sur place, je leur ai demandé où était la moto et ils n'avaient pas de moto pour moi. Et du coup, j'étais là, j'étais comme un idiot en fait. J'ai dû demander des motos, prêter, louer, machin. C'était vraiment la grosse galère et j'étais pas du tout prêt. Et je sais même pas comment en fait ils ont su que je faisais cette figure chez moi. Je n'avais posté aucune photo, aucune vidéo. En 2006, il y avait très peu. Il y avait des forums à l'époque de freestyle, mais moi, j'avais aucun contact. Je sais même pas comment j'en suis arrivé là-bas. Et c'était hallucinant. C'était quand Pastrana avait fait le double flip. Du coup, je m'entraînais. Aux entraînements, j'étais avec lui en fait. Et je me rappelle très bien quand je faisais demi-tour du saut, je le cherchais, je savais pas où il était. En fait, il montait tellement haut que je le voyais pas. Et la moto que j'avais, elle allait vraiment pas. Le réglage carbu n'allait pas du tout pour les US. J'étais obligé de partir en première dans la descente, passer la deuxième juste avant de rentrer dans la rampe. C'était compliqué pour moi et voilà. Du coup, grosse boîte. Et, euh, et puis voilà, c'est tout. Je rentre à la maison. Ouais, bah oui, je me suis dit, bon, à l'heure actuelle, je pense que ce serait encore plus compliqué en vue du niveau qu'il y a en freestyle. À l'époque, peut-être un petit peu plus simple, mais beaucoup moins, parce qu'il y avait moins de pratiquants aussi. C'est vrai que t'as dû être perdu. T'arrives, t'as pas de moto, l'organisation, c'est, j'ai envie de dire à la wall again. En plus, Il y a, il comme y a tu dis, tu parles pas un mot d'anglais, ça doit être compliqué, ouais. Bah, je parlais oui, très très mal anglais. Il y a une chose aussi qui est assez surprenant, c'était qu'en fait, ils te faisaient partir. C'est eux qui décident quand est-ce que tu roules en fait. Donc tu te prépares et tu peux être en haut, prêt à descendre et à sauter, enfin, à prendre la rampe et à faire ta figure. Tu peux descendre dans les 10 secondes où tu es monté, comme tu peux rester en haut 10 minutes en fait. Ah ouais. Ouais, donc, C'est eux qui t'es en haut, tu es prêt et ils sont à côté de toi et ils te disent bon, on va te dire quand tu as 10 secondes de sauter. Et quand ils disent tu as 10 secondes, t'as 10 secondes, faut tirer oui ou non, quoi. Parce que les caméras, c'est du direct. C'est ouais. pas comme une compétition normale où ils te disent bah, à 21h30 tu passes et tu repasses à 21h45. Donc là, tu sais, tu vois. Là, tu sais pas.
Tu es en haut et t'es concentré sur ta figure, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas passer. Ça peut, comme je te dis, de 10 secondes, 15 secondes, comme ça, tu peux rester 10 minutes planté en haut, quoi. Putain, mais là, t'arrives, pas de moto, gros stress, perdu. Ouais, ouais, mais T'as oui, la mais pression de après, tes premiers X-Games, plus la pression qu'ils te mettent, tu passes à n'importe quel moment. Tu devais flipper un voilà. peu, non, quand tu fais tes figures. Tu Et devais surtout, galérer. je sais pas comment elles sont maintenant à l'époque, mais les rampes étaient complètement différentes. Nous, on avait des rampes avec un rayon constant, du début jusqu'à la fin. Et eux, leur rampe, là, leur rampe américaine, c'était un rayon constant jusqu'au dernier mètre, en fait. Et le dernier mètre en haut, c'était plat. Du coup, tu avais une compression dans la rampe et en haut, rien du tout. Donc, c'était une sensation vraiment bizarre. Et pour s'habituer, c'était assez compliqué. Mais bon, pour tirer en flip, ça allait bien. Ça allait. C'était pas non plus catastrophique. Mais je me rappelle que les premiers sauts, c'était un peu bizarre. Et tu t'en es sorti comment? Combien? T'as réussi tes tricks un peu Alors, ou... ben non, mais la deuxième X-Game, ça s'est bien passé, mais le premier X-Game, ça s'est très mal passé. La moto marchait pas, j'ai tiré le flip, j'ai fait un flip 6 grave, enfin un flip art attack, et j'étais court, il manquait un peu de rotation et j'étais un peu court et ça s'est mal passé, je suis tombé. J'ai rien eu de grave, mais c'était quand même une grosse boîte. Comment expliquer le lendemain, quasiment loupé l'avion parce que j'arrivais pas à marcher en fait, j'avais tellement mal et je me rappelle très bien que j'ai pissé du sang en fait pendant plusieurs jours. Du coup, ça faisait un peu peur en fait. Et, euh, et voilà. Mais du coup, non, non, non. Après, 3 semaines après, j'avais repris la moto. Et d'ailleurs, 3 semaines après avoir repris, c'était pour les X-Fighter à Madrid. Puis, bah, du coup, les années qui suivent, je pense que tu t'en souviens très bien. 2008, 2009, 2012, là où t'as décroché tes 3 titres mondiaux. Au fur et à mesure de l'acquisition des titres, je pense, peut-être le sentiment de réussite qui évolue. Mais est-ce que le train de vie de Rémi, dans ces cas-là, il change quand tu deviens champion du monde, et en plus 3 fois, au fil des années, comment il s'est organisé ton quotidien un petit peu? Ça a changé les choses? Ah oui, oui, ça avait complètement changé parce qu'en fait, j'avais des compétitions tous les week-ends. Du coup, oui, ça a complètement changé. J'étais rarement à la maison et la semaine, je m'entraînais. Du coup, j'ai plus trop de temps, mais j'adorais cette vie en fait, tout le temps en train de voyager, et faire de la moto et voilà, aller dans des endroits qui me plaisaient, et faire des compétitions qui me plaisaient où je prenais un maximum de plaisir et de fun. Donc du coup, non, non, c'était vraiment, oui, ça changeait beaucoup. Mais oui, oui, il y avait très très peu de temps, j'avais pas de temps libre, donc du coup, toujours sur la moto ou à voyager. Ton premier titre mondial, tu l'as décroché où? Et c'était quoi ta réaction concrètement? Je pense que t'as dû péter de joie, enfin, c'était énorme. Parce que Ouais, ouais, j'étais très. 2008, Ouais, ça fait 5 ans, si je me trompe pas, après que t'aies commencé. C'est venu ouais, vite. exactement. Ouais. C'est venu vite. Voilà. Non, non, oui, après, c'était pas prêt. Enfin, moi, ce qui était prévu, c'était de faire tout le championnat parce que j'adorais ce genre de compétition, en fait. C'était de jouer sur un championnat et sur la longueur, sur plusieurs épreuves. Et je trouvais que c'était vraiment bien. Après ton dernier titre mondial en date, gros palmarès, à ce moment-là, on est en 2013. Je complète un petit peu ton étagère de participation sur les événements avec une place de 6e au Red Bull X Fighter. Euh, Arrivé en 2013-2014, comment ça se passe? Est-ce que ça devient pas compliqué d'évoluer, d'innover? Ça se passe comment un petit peu pour toi après on va dire, c'était un petit peu tes années de folie finalement? Ben ouais, exactement. En fait, en 2014, j'avais l'opportunité de faire les X-Fighters que j'avais jamais eu avant. Ça, j'ai jamais trop compris pourquoi. Ils voulaient jamais me laisser rouler. Ils m'invitaient jamais. Alors qu'il y avait des pilotes qui étaient au championnat du monde qui faisaient, on va dire, qui n'étaient pas même pas sur les podiums, et eux, ils étaient invités à chaque événement. Je comprenais pas pourquoi moi, je n'y étais pas. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, en 2014, ça change et enfin, j'ai l'opportunité de faire les X-Fighter. Et du coup, j'ai laissé le championnat du monde de côté. Et ça s'est bien passé. Je fais le premier X-Fighter, je fais 10e, je crois, donc une très mauvaise place. Mais ils le savaient, je leur avais dit que je venais juste pour m'habituer, que je venais de blessure ici là, et que je voulais pas me blesser, que je voulais juste venir tranquillement. Et ils m'ont invité à celui du Japon qui était 2 mois après.
Et ça s'est bien passé. Je fais deuxième et après, je fais cinquième, sixième. Enfin, bref, j'avais fait une bonne saison en 2014. Donc là, c'était vraiment, vraiment cool pour moi. Et il me tardait vraiment 2015 parce que je savais que j'étais, comment dire, officiellement qualifié pour l'année d'après. Du coup, ça, c'était vraiment bien. Et, euh, et, euh, et les X-Fighters, c'était un autre niveau que le championnat du monde. C'était beaucoup plus dur parce que les parcs étaient différents à chaque fois et beaucoup plus durs à rouler. Et il y avait moins d'épreuves, il y avait que 5 ou 6 épreuves à l'année. Du coup, tu peux pas te permettre d'être mauvais sur une épreuve. Et pareil, tu sais, parce que moi j'ai jamais su. Pourquoi les X-Fighters ils n'existent plus? Parce que. Euh, alors, d'après ce que j'ai compris, ce que j'avais entendu, c'est que eux, c'est pas pour le. Ils avaient une très très bonne. Ils étaient très contents au niveau retour visuel, au niveau de la médiatisation, ils étaient très contents en Red Bull. Mais je sais pas si tu as fait attention, ils ont changé de public parce qu'à l'époque, ça attirait un public qui aimait les sports extrêmes Ouais. on va dire, à une plage de 15 ans à 35 ans, on va dire, principalement, ou même 45 ans. Et du coup, je pense que l'image de pilotes de motocross qui faisaient des figures ici et là, ça leur convenait pas forcément. Et ils voulaient passer une autre étape. Et je pense qu'ils ont mis. Ça leur coûtait énormément d'argent de faire ces événements-là, même s'ils avaient un très gros retour médiatique, mais ils dépensaient énormément d'argent. Et du coup, je pense qu'ils avaient besoin de cet argent-là pour la Formule 1, d'après ce que j'ai compris, et ils ont privilégié la Formule 1. Ouais, donc ils ont arrêté les Red Bull X-Fighters parce que Pour c'était investir quoi? cet argent-là dans la Formule 1. Peut-être trop collé, une image trop collée au freestyle motocross, peut-être non, à l'époque? Je sais, ouais, où le public, il voulait une image plus propre, plus professionnelle. Ils se sont mis à sponsoriser. Je pense que, après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils avaient besoin de ce budget-là et, pour la Formule 1 et il fallait l'enlever d'une discipline et ils ont choisi le freestyle motocross. Après, je ne sais pas confirmer, mais c'est ce que j'ai compris. Moi, je trouve ça dommage parce que c'était une super compète, hein. Ouais, il y avait c'était incroyable. L'ambiance, elle était unique. Après, Tu il retrouves y a plus autre chose ça. aussi, c'est que, par exemple, il faut se mettre à leur place. Ils n'étaient pas très contents des, des personnes qui organisaient ces événements-là, parce que c'était principalement les mêmes personnes, les mêmes Américains, et qui faisaient ça vraiment très professionnel, mais bon, il y a toujours des histoires derrière, mais donc du coup, je pense qu'il y avait personne derrière qui pouvait faire mieux qu'eux au niveau de l'organisation. Ils n'avaient pas les bonnes personnes, du coup, ils ont préféré se retirer et mettre les sous dans quelque chose de plus professionnel, je pense. Mais, euh, mais ils allaient revenir. Pendant 2020, c'était reparti. Ouais, il y a eu le Covid, non? C'est ça? Mais, ils ont fait une démo en Espagne, là, à Valence, en l'annonçant que ça allait revenir. Du coup, les pilotes étaient au parc où j'étais, là, ils avaient récupéré le matériel, ils sont partis avec les rampes, et ils sont partis faire cette présentation-là. Et ça devait revenir pour, je crois que c'était juillet 2020, et repartaient à Valence, Ouais, parce que en Espagne. j'avais vu une interview avec David Rinaldo qui avait dit, je crois que c'était en 2019, comme quoi ça pourrait se relancer justement. Oui, mais il s'est dit, Et, il avait raison, c'était ça, ça devait repartir là pour juillet 2020. Il y a eu le Covid, et du coup, tout a été annulé. et du coup, ils ont pas cherché à réorganiser ça, c'est tombé à l'eau quoi finalement. Non, parce qu'il s'est passé 3 ans, 2 ans, on va dire 2 ans où tout est arrêté. Donc eux, forcément, si vous arrêtez pendant 2 ans les discothèques, ça leur fait des millions, des milliards d'euros en Ouais, moins. Donc du coup, ou des millions d'euros. Du coup, je pense qu'ils sont partis dans d'autres choses. je pense qu'il y a plus trop d'espoir de revoir les X-Fighter un jour quoi. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai pas entendu parler. Voilà. Après, il y a des milliers de possibilités que ça pourrait repartir, hein. Il y a des milliers d'idées, il y a plein de Ouais. choses à faire maintenant. Mais bon, pour le moment, je n'en ai pas entendu parler. Peut-être on l'espère à Peut-être l'avenir que, ouais, en un autre 2025, c'est sûr événement, qu'il n'y en aura pas. Mais peut-être qu'en 2026, ça repartira, je sais pas. ou peut-être un autre événement qui prendra la place alternative, j'espère parce que. Aucune idée. Mais il y a plein de choses à faire, en tout cas. Rémi, de tes débuts en freestyle, donc 2003 jusqu'à ta grande période, quand tu as été, sur les années où tu as été titré 3 fois, je suppose que ça a été peut-être pas de la pression, mais beaucoup, beaucoup, une grosse charge mentale, beaucoup de préparation physique, un quotidien qui change. Ça s'est passé comment un petit peu? Comment s'organiser ton quotidien au niveau de tout ça? Ben,
tu bases ta vie sur la moto, donc c'est-à-dire par rapport à ton entraînement. Et la priorité, c'est la moto, donc voilà, si tu bases tes jours par rapport au temps aussi, parce qu'à l'époque, j'étais en Dordogne, et suivant le temps. Et voilà, donc c'est principalement le fait de quand est-ce que tu peux être entraîné et privilégier l'entraînement, donc que ce soit le matin ou l'après-midi, suivant le temps, suivant la saison, suivant les choses qu'il y a à faire. Et puis voilà, que ça s'arrête là. C'est juste, faut être 100% derrière ce que tu fais et être concentré sur les événements, sur les compétitions. Et surtout, il faut évoluer parce que les autres t'attendent pas, quoi. Voilà. Parce que Donc, ça va à 200 à l'heure. Donc niveau mental, voilà. ça se passait comment? C'était dur peut-être, non, des fois? Non, non, mais ça, moi, depuis tout le début, comme j'ai tout fait tout seul, ben, je me suis débrouillé tout seul. Et du coup, oui, mentalement, c'était pas facile. Par exemple, mon championnat du monde, ça allait parce que c'était un événement où au début, comme tout, j'ai eu du mal. Mais une fois après, je m'étais adapté et je connaissais les personnes. Donc, du coup, j'allais sur des événements plus détendus. Et pareil, les fighters, c'était très compliqué au début parce qu'à chaque fois que j'arrivais, c'était des gens que je connaissais pas. C'était des parcs que je n'avais aucune idée. Le format, je savais pas comment ça fonctionnait. L'ambiance n'était pas la même. Donc, oui, oui, non, mais voilà. Chaque discipline était complètement différente. Chaque organisation, pardon. Si tu vas au X-Fighter, si tu vas au X-Games ou si tu vas au championnat du monde, c'était vraiment différent. Au niveau de la mentalité, au niveau de la pression aussi. Mais bon, voilà, pour moi, j'apprécie vraiment ce moment-là. Je sais qu'à l'époque, j'avais vu aussi période gros trou noir de Tom Pages. Il avait été suivi par des psychologues, tout ça, des coachs mentaux. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça arrive à tous les freestylers, des gros moments de- de- des gros moments de blague dans sa vie comme ça? T'as eu besoin, toi, d'accompagnement, peut-être psychologique ou quoi, ou tu t'as vraiment su te débrouiller tout seul? Ça dépend de chaque pilote, je suppose. Alors, ça arrivé à plusieurs pilotes que je connais, pas, non, pas, non, pas énormément, mais ouais, deux ou trois, ils ont eu des périodes où ils ne pouvaient plus vraiment rouler parce que mentalement, ils avaient un blocage. Mais après, ils ont été témoins de grosses chutes ou d'un pilote qui est décédé devant Je leurs sais quoi, yeux. par exemple, Tom Pages, c'était Ego Sato à l'époque, il me semble. Ouais, ouais, je crois qu'il était l'événement où il est mort. Non, non, il n'était pas l'événement où il est mort parce qu'il est mort à l'entraînement. Mais je sais qu'ils étaient vachement proches et il a su les détails, je pense, par rapport à sa chute et du coup, ça l'a peut-être bloqué. Et puis voilà, mais oui, pendant un petit moment, il avait plus trop bien roulé, je crois. Mais après, il y a d'autres pilotes. Hein, j'en connais, il y a Melero aussi, au moment où il arrive au championnat du monde, il n'arrivait plus à faire de flip, il n'arrivait plus à sauter. Ça a duré que 6 mois, mais il galérait mentalement. Oui, mais ça, c'est un peu comme tout le monde. Tu sais, tous les sports, enfin, pas tous les sports, mais principalement le mental, c'est 90% parce qu'on a tous deux bras, deux jambes. Du coup, on est tous capables de faire les mêmes choses. Moi, de mon cas, si j'ai eu besoin d'une aide d'un professionnel. Je crois que c'était en 2014 où j'ai commencé à le voir. Parce que sur une figure en particulier, enfin, c'était très irrégulier. C'est-à-dire que j'allais m'entraîner, j'en faisais 10 et ça se passait très bien. J'allais m'entraîner le lendemain ou sur le lendemain. Sur 10, j'en avais une ou deux qui étaient bien. Du coup, ça se passait très très mal. Et grâce à cette personne, j'ai pu m'améliorer et enfin arriver à placer cette figure quand je voulais. Puis voilà, grâce à l'exercice mental, on va dire. Et oui, oui, si, si, si. Mais après, moi, je pense que on a tous besoin d'une personne extérieure qui peut aider. Mais moi, c'est arrivé à la fin, en fait. Enfin, à la fin. C'est arrivé à partir de 2014. Le freestyle motocross, c'est l'un des sports les plus exigeants, les plus durs et les plus dangereux au monde. Est-ce que il y a des moments où la discipline, tu l'as vu te retirer certains proches, amis, connaissances, et est-ce que toi-même, tu as peut-être eu des grosses chutes, une grosse chute à un moment où tu t'es dit c'est peut-être la fin là? Non, non, ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé. Non, non, après, comme je te dis, on a eu la chance que les airbags sont arrivés là maintenant. Mais sinon, avant, au X-Fighter, c'était quand même, ouais, par exemple, il y a eu des sauts à 35 mètres en terre, 40 mètres. Et là, tu te dis, c'est chaud, c'est vraiment chaud.
Mais au niveau d'avoir eu un moment où tu dis on est allé trop loin ou que ça devient trop dangereux, non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. C'est pas... Le niveau, de toute façon, était très élevé. C'était en 2015-2016, c'est là où le niveau était le plus élevé dans le sport. Et il demandait énormément d'entraînement et de préparation. Parce que faut pas oublier qu'on avait des quarter pipes, il y avait des double flips, il y avait des body varials, il y avait des sauts à 35 mètres, il y avait des bike flips. Enfin, si tu te rends compte un petit peu, tu allais sur un événement et les pilotes arrivaient avec des motos qui étaient complètement changées, complètement différentes. Toi, tu avec ta moto stock. Ça allait loin, c'est sûr que ça allait loin. Et comment dire, au Fighter, tout le monde avait son coach mental, son préparateur physique, son mécano. C'était un petit peu comme des stands, tu vois, comme tu allais sur un MotoGP ou sur un motocross ou quoi, tu vois. Mm. Ça devenait vraiment, vraiment sérieux. Et c'est moi ce que j'adorais d'ailleurs. Et parce que ça prenait notre tournure et moi j'étais vraiment content dans le sens où ça allait parce que ça se professionnalisait. Et, et, et malheureusement, bon, ça s'est arrêté. Mais je veux dire, oui, oui, ça devenait vraiment, vraiment difficile à rouler parce que, comme je te dis, il fallait rouler sur différentes rampes, faire différentes variations, différentes figures. Ça partait dans tous les sens. Du coup, ouais, le niveau était très élevé, mais il n'y avait pas vraiment non plus de gros blessés. Il n'y avait pas vraiment, c'est juste que les figures étaient de plus en plus compliquées. Donc, plus difficile à rouler, oui, mais pas plus dangereux de ma part. Donc mentalement, toi, mis à part en 2014, quand tu as eu besoin de ton coach, on va dire que tu as été épargné. Ça a été. Comment ça? C'était pas trop compliqué. Enfin, charge mentale. T'as toujours eu ce kiff du sport. T'as jamais eu un moment où tu t'es dit, faut que j'arrête, quoi. Non, non, j'ai pas eu ça du tout. J'ai pas eu le moment où il faut que j'arrête ou quoi que ce soit. C'est juste que pendant le Covid, j'ai compris que ça allait être difficile de retrouver des compétitions et des événements. Du coup, j'ai mis un frein à main et j'ai pas repris il y a des figures que j'ai pas refait depuis avant le Covid. Avant le Covid, c'est très simple. Je faisais toutes mes figures. Je faisais une quinzaine de double flips par jour. Du coup, tout allait très bien en fait. Je me sentais très à l'aise sur la moto. C'était la première fois que j'avais changé, j'étais passé sur la Honda. J'avais signé des gros contrats avec des gros événements pour toute l'année et j'ai reparti à fond, quoi. Et malheureusement, il s'est passé ça. Mais oui, oui. Du coup, arrêté 2 ans et quand ça a repris, maintenant c'est des shows. Mais non, non, j'ai pas eu ce moment-là où ça allait trop dur. Trop loin. T'as déjà partiellement répondu à la question. Mais du coup, aujourd'hui, tu fais encore les événements qui restent, on va dire. Il y a Night of the Jump, notamment Master of Dirt. T'as toujours ce kiff d'aller sur les événements. Ça n'a pas diminué au fur et à mesure du temps. Alors, ça c'est une question un peu piège. Parce qu'en fait, je t'explique. Alors, les événements, quand c'est des événements un peu moins importants, ça me fait plaisir d'y aller seulement si je connais les personnes ou si le public, je connais, si j'ai des amis qui y sont ou des proches. Mais si après, je vais sur un événement qui est très loin et qui est pas forcément, comment dire, qui est pas forcément d'une ampleur énorme, qui est pas un gros event, c'est plus un événement, on va dire, local. Il y a des fois, et que les conditions sont difficiles et il y a pas énormément de public, c'est pas très professionnel, je me dis que enfin, je prends pas autant de plaisir qu'avant, tu vois. C'est malheureusement ce qui manque, tu vois. Mais si, là, regarde, cet hiver, j'ai fait une night of freestyle et enfin, c'était quelque chose qui était vraiment bien organisé, avec beaucoup de pilotes et tout. Et là, j'ai repris à rouler, été remotivé et je me faisais plus plaisir. Mais en gros, je me fais plus plaisir sur les gros événements bien organisés que sur les petits événements locaux. Donc, j'essaye vraiment, si j'ai le choix, j'irai forcément. Je préfère prendre l'avion, aller sur un gros événement, mais je prendrais du plaisir qu'aller sur un petit événement à 2 heures ou 3 heures de la maison et qui est pas très bien organisé, on va dire. Ouais, ça, en fait, ta vision, elle a changé au fur et à mesure du temps. Avant, t'étais content, c'était tes Ben débuts. ouais, mais j'en ai fait tellement, tu vois Ouais, ce que je veux dire, voilà, j'ai fait beaucoup, du coup, tu t'es habitué, quoi. C'est devenu banal. Donc forcément, tu ouais, priorises puis ce qui surtout, te... oublie pas, c'est quand je te dis moi, j'ai fait énormément d'événements, euh, il y a beaucoup d'années où je faisais 40 événements à l'année, tu vois, sur 50 Ouais, week-ends. ça fait Donc, beaucoup, ouais. 40, et même, il y a même eu des fois où j'étais à beaucoup plus, quoi. Du coup, euh, du coup, tu fais ça sur 20 ans. Moi, j'ai eu 2 ans de break avec le Covid. Mais voilà, sur 22 ans, ça fait 20 ans d'événements, quoi. Du coup, voilà, c'est un peu devenu. Tu prends un peu moins de plaisir que
Mais bon, tu es toujours content d'être sur la moto, d'être sur l'événement, ça c'est sûr et certain. Mais tu es plus motivé et tu as plus envie de t'entraîner si tu vas sur un gros événement en sachant qu'il y a d'autres bons pilotes et que c'est bien organisé et qu'il va y avoir 5000 personnes, ou 10 000 personnes. Voilà. Et tout dépend de l'événement, encore une fois, mais le public. Gros public, souvent sur ce genre d'événement, enfin ça dépend encore une fois. Plutôt gros stress ou plutôt le public ça aide, ça met l'ambiance, ça te met en feu. Ah, mais tu as tout dit en fait. Ça met l'ambiance, ça aide à rouler et tu vois des gens qui sont contents de te voir rouler et qui sont contents que tu fasses des figures et compagnie et des backflips. Du coup, ça donne, on va dire, une extra motivation. Et du coup, tu sais bien pour ça que tu prends, enfin, comment dire, que tu vas et que tu fais toutes tes figures parce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont payé pour venir te voir et que ça leur fait plaisir d'être là et ça leur fait plaisir de te voir rouler. Du coup, à toi aussi, c'est réciproque en fait. C'est quoi un petit peu la routine de Rémi avant un show, avant une démo? T'écoutes de la musique, tu joues, t'as quelque chose en particulier, peut-être des tics peut-être, de tout le temps vérifier la moto, je sais que Tom il faisait ça. Ton équipement, non? Préparation particulière? Non, j'ai rien de spécial. Pas de stress, rien? Du stress, si, bien sûr, j'ai eu énormément de stress. Par exemple, quand je faisais les X-Fighter, c'était pas du tout Ouais, ce que je te dis là, hein. forcément. Ouais. C'était pas, là, je te dis ça à la cool, mais c'est pas du tout Ouais. ça parce que je me rappelle très bien, par exemple, à Osaka, il y avait 12 sauts différents. Du coup, ça fait 12 figures différentes sur 12 rampes différentes. Il y avait 7 ou 8 rampes différentes. Et en Afrique du Sud, je te raconte même pas, on avait T'avais des pas appels intérêt d'avoir avec un des. trou de mémoire, hein. Ben oui, parce que chaque rampe était en distance différente et tu faisais chaque figure, une petite figure sur chaque rampe. Et en fait, et du coup, non, non, là, je te dis ça maintenant pour une démo, mais si on parle des compétitions, non, non, là, je m'isolais complètement. Je faisais la sophrologie, beaucoup de visualisation. Tu vois, je voyais vraiment le parc et je m'enfermais. Non, non, puis ça, c'est pas moi, c'est tout le monde, je crois. Tous les pilotes le faisaient. Donc, non, là, c'était complètement différent. Si on veut parler des compétitions, ouais, moi, je faisais beaucoup comme je te disais, sophrologie, mais surtout, ouais, de la méditation. Tu peux appeler ça sophrologie, méditation, visualisation, tout ça. Ouais, ouais, beaucoup de préparation mentale, ça, c'est sûr et certain. Euh, Beaucoup d'entraînement aussi. J'étais surtout un des pilotes qui aimait le plus rouler sur les parcs. Bon, après, ils sont, voilà, les Chiennes, pareil. Enfin, Pages, pareil, ils roulent énormément. Ça dépend des pilotes. Il y en a très, très peu qui roulent, qui ont besoin de peu d'entraînement, mais il y en a qui, au bout de quelques sauts, ils sont prêts, quoi. Mais non, non. Donc, oui, oui, beaucoup de, comme je te dis, sophrologie, imitation, visualisation, se répéter les figures dans la tête, voir ce que tu vas faire. Donc, oui, oui, non, il y avait du travail derrière, hein. Mais une démo, non, c'est plus à la coupe parce qu'il y a un saut, une réception, donc toujours pareil. J'ai envie de te dire, une démo derrière, il n'y a pas d'enjeu majeur, on va dire. Non, non, bien sûr, puis c'est pas la même figure et c'est qu'une rampe, qu'une réception, ça change tout. C'est un peu comme à l'entraînement finalement. Oui, exactement. Question un peu que je pose à tous. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui ou peut-être les années un petit peu qui précèdent, comment tu fais pour innover, pour gérer cette pression qui se pose de plus en plus sur la discipline, qui est que ça évolue beaucoup, il y a beaucoup de nouvelles figures, bien que il y a une limite, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux pratiquants et un public qui désire de l'évolution. Euh, Tu cherches à l'heure d'aujourd'hui, ou est-ce que tu as cherché à un moment dans les années passées à revenir en tant que number one sur les devants de la scène, où tu t'es dit que tu avais accompli ce que tu avais à accomplir? Comment ça se passe? T'es plutôt encore dans la mentalité focus, évolution, Rémi number one, ou t'es un peu en retrait? Alors, complètement en retrait depuis le Covid, tout simplement parce qu'il y a plus de, comme je te disais, il y a plus de compétition, il n'y a plus d'X-Fighters, il y a plus de X-Games, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune compétition intéressante où aller. Les X-Games, ils ont fait, et ça a énormément changé aussi. Du coup, les gens qui vont aux X-Games, c'est principalement parce qu'ils ont des sponsors qui leur payent, on va dire, le déplacement et prime de résultat, parce que sinon, les X-Games, ils ont réduit leur prime de résultat enfin, plus que la moitié. Donc, du coup, c'est pas du tout intéressant avec les frais de voyage
et les frais que tu as là-bas pour te loger et pour te déplacer. Donc, si tu vas là-bas, rouler là-bas et pour en fait, au bout du compte, rentrer chez toi et ne pas avoir gagné d'argent et avoir pris le risque de te blesser, ça n'intéresse pas grand monde. Du coup, les fighters ils sont plus là, les champions du monde ils sont plus là. Du coup, non, j'ai mis un gros frein à main et honnêtement, à part s'il y a un événement vraiment qui m'intéresserait, qui serait revenu à l'année où on se entraînerait, on prendrait des niveaux, ça me plairait énormément. Mais je suis pas capable de continuer à pousser et à dire et à faire des figures qui me demandent énormément de boulot, énormément de travail pour un show qui est pas, enfin, pour un événement qui est pas aussi bon qu'ils étaient. Donc du coup, non, je suis pas comme avant dans cette mentalité du tout, du tout. Malheureusement, ça m'aurait plu parce que je te dis pendant le Covid, enfin, ça se passait très très bien pour moi au niveau de la moto, plein d'événements et le niveau je faisais double fil tous les jours, donc ça se passait très bien. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. Après, moi, je suis toujours dans l'optique de s'il y a un truc qui me plaît, de le tester, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà, là maintenant, on est sur la next generation qui est super à sauter, mais il n'y a pas de nouvelles figures. J'ai juste adapté ces figures que tu sais faire sur l'autre rampe pour le moment. Mais il y a encore plein d'évolutions aussi dans le freestyle, hein, ça c'est sûr et certain. Surtout avec les airbags, là, s'il y a des événements qui arriveraient de compétition avec des primes de résultats et quelque chose qui tiendrait un petit peu la route, tout le monde se balancerait, ça c'est sûr. Ouais, plusieurs trucs. Ben, comme tu disais, ouais, il n'y a plus trop de possibilités à l'heure d'aujourd'hui, plus d'X-Fighter, plus de championnat du monde, les X-Games qui sont plus comme avant. C'est quoi actuellement, toi, la vision que tu portes sur la discipline, c'est en plutôt négatif comparé à avant? Euh, Mon point de vue, tu veux savoir, ou le futur, ou comment je le vois, Bah, en vrai, les deux. Même comment tu vois, comment tu sens que ça va évoluer, parce que mis à part, même au niveau innovation, les pilotes, j'ai l'impression que, peut-être que moi je suis pas du tout pilote, mais de ce que je vois sur les réseaux au fil des années, quand je compare à ce que moi je regardais avant, j'ai l'impression qu'ils ont même peur d'innover, enfin, il n'y a plus de prise de risque, ils essayent à tout prix de sécuriser le Ouais, sport. Et exactement. mis à part les grandes innovations à l'époque, comme Tom Pages avec son alley hoop flare, le backflip, tout ça, on voit plus tout ça, il n'y a plus de prise de risque. Non, non, mais complètement. Bah, c'est ce que je te disais, c'est pour ça que je te disais que l'événement, en fait, dans le pic du freestyle, c'était en 2015, 2016. C'était les plus gros événements, les plus grosses années, parce qu'il y avait les Red Bull X Fighter, il y avait les X-Games. Et grâce à ces événements, les riders, tout le monde se jetait. Parce qu'il y avait des gros événements qui étaient là, et du coup, il y avait des enjeux. Là, maintenant, il n'y a pas d'enjeu. Alors, c'est compliqué de te jeter, de vouloir faire des figures, si au bout du compte, il n'y a rien à gagner au bout, pourquoi tu vas le faire, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Demande à un Ouais. footballeur de lui enlever son salaire, il va plus jouer pareil. Demande à un pilote de supercross de faire le championnat entier gratuit, il y aura plus de pilote, quoi. Tu vois ce que je veux Bah, dire? Du coup, en fait, c'est juste par le manque d'événements. Donc, dans le futur, je n'ai aucune idée. Après, je n'ai aucune idée parce que c'est, comme je te dis, ça peut être très rapide. Demain, Red Bull refait une série d'X-Fighter. Tous les pilotes vont se rebalancer très rapidement. Tout le monde a des airbags, donc tout le monde va se jeter. Là pour l'instant, c'est devenu le freestyle, c'est devenu du show et c'est des familles qui viennent sur les événements. ouais. Du coup, je sais pas si tu as été sur un événement. Moi, j'ai connu avant le Covid et J'ai après le Covid. j'ai eu la chance de faire Supercross de Paris deux fois, enfin, c'est pas vraiment dédié à ça, mais moi, Mais, comme tu dis, ouais, et du niveau. coup, depuis le Covid, donc il y a eu 2 ans où les gens étaient enfermés. Depuis le Covid, les événements où on va, où on participe, moi, je te le dis, ce que je vois, et on voit ça, enfin, c'est pas les FI aussi, c'est international. À l'international, c'est toujours le même type de public, ce sont des familles. Point. Hmm. C'est des enfants petits, on va dire, de 5 ans à 10 ans. À partir de 10 ans, ils ne viennent plus. Et avec leurs parents. Et leurs parents, c'est des gens qui étaient venus nous voir il y a 10 ans en arrière, tu vois ce que je veux dire? Ça Qui ont s'efface eu, au fil qui du ont eu des temps. enfants. De quoi? Ça s'efface au fil du temps, quoi. Enfin, Ouais, ouais. Et du coup, qui eux ont kiffé 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière et qui maintenant ont des enfants et les amènent pour leur faire découvrir le sport. Mais voilà, le public, c'est plus tout le même. C'est du 50-10 ans pour les enfants. Après, de 10 ans jusqu'à 30-35 ans, il n'y a plus personne. ouais, ouais, ben j'ai. En plus, moi, c'est vraiment récemment que je me suis renseigné. Je me renseigne de plus en plus sur le freestyle. Euh, C'est vrai que c'est une boucle infernale déjà au niveau de la pratique. Il n'y a plus d'événements, les pilotes ne prennent plus de risques, les pilotes ne prennent plus de risques, il n'y a plus d'événements. C'est une boucle infernale Bien sûr, bien sûr.
Ouais, parce que ce que je te disais, en fait, c'est que les événements qu'il y a, ce sont des shows et c'est des familles. Et ils vont pas Et, prendre et, des risques pour, et quoi. du coup, c'est pas une compétition, il n'y a rien à gagner. Et C'est du coup, ça. ben, nous, on y va et on fait notre boulot, on se fait plaisir, on fait le film qu'on sait faire. Il y en a quelques-uns qui continuent à vouloir évoluer ou à vouloir garder leur niveau, qui c'est super, c'est magnifique. C'est très très bien, heureusement d'ailleurs. Mais après, ça s'arrête, Pas ça au- s'arrête là. Il n'y a personne de nouveau qui arrive, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de jeunes. C'est plus les mêmes générations, tu vois. Là maintenant, ils ont comment dire, ils ont plein de possibilités qui sont beaucoup plus grandes que nous on avait parce qu'il y a les airbags, parce qu'il y a des pilotes qui peuvent leur apprendre, pour leur éviter des choses, etc. Que les erreurs que nous on a fait, on peut leur éviter pour éviter qu'ils se blessent, pour qu'ils apprennent plus rapidement et que ce soit plus sécurisé. Et il n'y a pas forcément beaucoup de pilotes qui veulent faire du freestyle, tu vois ce que je veux dire. Voilà, pour les gens, c'est vu encore comme un sport dangereux et difficile. C'est sûr, au niveau des pilotes, bah là, il y a quoi? Il reste les anciens. Moi, Mais il n'y a pas de nouvelle génération. je pense à un Takao Higashino, à David Rinaldo. Enfin, il y a Ouais, plus. Taka, il a 40, euh, je crois que Taka, il a 40 ans ou 40 et quelques, je sais pas. il Je les sais même fait pas. même pas, putain, il les fait même pas. J'ai eu Ah, le l'occasion de japonais, discuter c'est un ça. peu avec lui. On dirait pas. Et ouais, il y a plus. Bah, je pense, peut-être. Après, encore une fois, moi, je suis pas freestyler, donc j'ai pas ton avis un petit peu. Moi, je pense à peut-être Julien Van Sippen, qui est arrivé au milieu de tout ça, qui a réussi à quand même claquer un bel exploit. Après, est-ce que c'est vraiment ce que les gens pensent? C'est quoi ton avis, peut-être? Bah, moi, dans ma tête, pour moi, entre la nouvelle relève, ça pourrait être Julien Van Sippen. Mais toi, t'en penses quoi? Ouais, mais déjà, il faudrait qu'il arrête de faire les figures que nous on faisait, c'est pas le cas. Donc Peut-être, je dis bien peut-être, hein. non, non, mais là, il y a un Espagnol, je sais pas si tu as vu, il y a un Espagnol qui est très bon. Tu connais pas? Niki. Non, non, Licha, il s'appelle. non, non, j'ai pas vu. Non, non, ok. Mais ben, tu vois, c'est lui, il a l'endroit idéal, en fait, il roule chez Michael Melero. Du coup, Michael Ouais. Oui, si, il a je passé vois. son J'ai vu bac ça à sur mousse, Insta. son bac à mousse, son airbag. Et il lui a expliqué comment il fallait faire, il lui a montré tout et comme il était discipliné et intelligent, et il a su tout apprendre de Michael et il a su évoluer. Il est passé chez Red Bull, je crois, là. Connaissant les US, tout ça, Japon, les gros shows, étonnamment, ils sont. Enfin, pas les gros shows, mais le peu de shows bien qui reste, c'est en France. Euh, à l'époque, il y avait le Ouais, Finistère Show. Je crois qu'il n'existe plus. alors les bons shows qui restent, ouais, il y en a en Europe, mais Ah, en Europe, il y oui, en a, il y pardon, en en a, Europe. ouais, en Europe, il y en a aussi, bon, aux États-Unis, il y en a pas du tout, je crois. Il n'y a Il y en a quasi aussi pas. en Australie, là, ils font une tournée là, avec Freestyle King, là, qui est vraiment grande. L'Europe, il y a vraiment des bons tours avec Master of Dirt, Night of the Jumps, Hmm. Night of Freestyle. Non, non, ça c'est cool, vraiment, vraiment. En Europe, on a vraiment des bons événements, ça c'est bien pour les démos. Et en Espagne, il y en a plein aussi d'événements. Mais ouais, après, si tu veux bouger dans le monde, avant, il y avait une série qu'on faisait, nous, qui s'appelait les X-Pilots, qui était au Mexique, c'était incroyable. Ici, c'était très, très peu connu, là, en France ou dans l'Europe. Et voilà, il y avait des stades, il y avait 40 000 personnes. C'était incroyable. Il y avait tous Ok. mais c'était en même temps, là, ces fameuses années, là, de 2013 à 2016, là, les grosses années. Moi j'ai fait des shows avec, il y avait Nate Adams, il y avait Madison qui roulait, il y avait qui d'autre? Adelberg qui roulait sur ses shows. Ouais, il y avait même des doubles flips avec Scott Murray. Enfin bon, c'était vraiment, vraiment, je te dis, il y avait une quinzaine de riders en freestyle, quoi. Et, euh, et international, il y avait Taka qui roulait d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est une des séries en plus qui était très très grosse, quoi, qui maintenant n'existe plus. Mais je sais même pas qu'est-ce qui est le plus gros événement de freestyle en France en show. À, à l'époque, je pense que c'était vraiment le Finistère Show pour le coup. Mais alors Ah maintenant, oui, oui, non, c'était très très gros. Il y avait des gros pilotes. je Mais il n'y sais avait que. pas que celui-là. Il y avait Pécancourt, il y avait énormément de monde. Il y avait, comme je dis, Bercy un peu moins, mais il y a eu des époques où il y avait des gros pilotes aussi. Mais là, maintenant, je ne sais même pas en France quel est le plus gros événement. Je sais que moi, il y en a eu un pas loin de chez moi à Reims, les Blackliners qui avaient fait ça. Après, maintenant, je sais pas, peut-être même j'ai l'impression que le Supercross de Paris, même à l'époque, c'était beaucoup. Les gens venaient autant le voir pour le Supercross que le freestyle. J'ai l'impression que c'est plus la même qu'avant, même maintenant. Je sais pas si Non, c'est non, le fait tout qu'ils ça aient a changé changé. de salle ou quoi. Ils sont plus au même Bien sûr, endroit. tout a changé. Après, c'est les promoteurs aussi, tu vois. C'est comme tout, comment t'expliquer.
c'est des décisions qu'ils prennent et après, il y a les conséquences avec. Donc, Mm. c'est comme les X-Games qui baissent les primes de résultats. Du coup, il n'y a plus aucun étranger qui veut venir. Donc, forcément, ton événement, il est moins international. Maintenant, on Tu vois, espère. tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, oui, c'est totalement. Bah, moi, tu vois, j'avais Et pas. tu vois, David et Lucas Kerman qui ont été médailles d'or, c'est un truc énorme. Un Français et un Allemand en Europe qui gagnent là-bas. Et les promoteurs sont pas capables de comprendre qu'il faut peut-être pas les sous-payer, mais les payer correctement pour qu'ils reviennent. Et les gars, ils reviennent pas, quoi. Et les mecs, ils ont demandé la médaille d'or à la maison. Mais parce qu'en C'est fait, pas qu'ils sont pas invités, c'est juste qu'ils y vont pas parce qu'il y a, tu peux pas rentrer dans leur prix, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est, bah oui. mais tu peux pas. Et puis, enfin, le truc surtout aussi, il y a ça, mais c'est, comment t'expliquer? Faut pas penser à l'argent tout le temps. Mais le problème, il faut penser à la blessure, en fait. Donc, si tu vas là-bas et que tu te blesses, tu rentres à la maison et après, tu peux plus faire tes autres événements. Du coup, tu as une année, t'as 6 mois où tu plus à manger, t'as pas d'argent. Ça, c'est compliqué, l'histoire. En fait, ouais, c'est que Euh, financièrement, le freestyle, c'est qui tout double. Soit tu as des partenaires, t'es bien, soit. Mais le problème, c'est que même tu te blesses selon les pays, bah, l'hospitalisation ne sera pas le même prix. Je sais que exactement. Ouais. j'avais vu des trucs aux US, des sommes, elles étaient astronomiques pour 3 jours d'hospitalisation. Il y a un mec qui était assorti avec 100 000 balles de. Oui, C'est bien sûr, bien sûr. Non, ça, non. ça, ils y pensent Parce que pas. les assurances ne veulent pas te couvrir ou ils te couvrent, mais bien sûr, quand il y a un problème, ils sont pas là. Ouais. Du coup, c'est ce que je te dis, tu imagines, tu pars aux US, tu te blesses. Oui, Ils ont leur staff médical, les X Games, c'est pas ça mais qui veut. non, non, c'est trop problématique en fait, pour au bout du compte, pour pas grand-chose. Nous, à l'époque, enfin, moi, quand j'ai fait les premiers X Games, ça valait vraiment le coup parce que même si tu faisais les derniers, tu es rentré, tu avais 7 000 $. Donc, du coup, c'était cool, Mm. quoi. Ouais, Parce que je parce veux dire, que faut payer le trajet, la billets d'avion moto, les billets d'avion, la oui, blessure, tout. Même voilà. tu rentres chez toi et tout. Non, Voilà. non, il faut penser à tout ça, tu vois ce que je veux dire, parce que les galères vont vite, tu vois. Et quand tu arrives Bah, c'est au, ça. au style, il y a énormément de problèmes quand tu vas aux Games avec les douanes. Du coup, ça arrive plein de fois qu'en fait, t'as pas tes suspensions, tu vois. Et en fait, je pense que Moi, ça ça m'arrive dégoûte les qu'une seule pilotes, fois, hein. mais il y a des pilotes, ça leur arrivait plein de fois. Enfin, c'est tellement galère pour au bout du compte, pourquoi? Et puis, comme je te dis, tu vois, tu es là-bas, tu prends pas de plaisir à rouler parce que tu roules quand eux, ils te disent qu'il faut que tu roules. Il n'y a pas trop d'entraînement, les conditions n'étaient pas bien, il y a toujours du vent. Ils font pas par rapport aux pilotes, c'est-à-dire que si tu vas, tu leur dis, bon, écoutez, voilà, il va y avoir du vent à l'heure où on s'entraîne, il faut changer l'heure d'entraînement. Non, non, mais vous roulez quand même, ça va bien se passer. Là, mais on le sait qu'il va y avoir du vent, la météo est mauvaise, soit on roule Ils très sont tôt, pas soit on roule très freestylers, tard. donc ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et ouais, Ah, mais bon, c'est ça le problème, tu vois, et du coup, il y a à force, c'est une accumulation de choses que les pilotes ne veulent plus y retourner. Et voilà. moi, je Mais trouve bon, ça, c'est pas. ça dommage parce que le rayon d'action des X Games avant c'était international, maintenant c'est un réduit. Et moi, enfin, c'est ma vision à moi. Mais les spectateurs, ils y vont plus parce que c'est plus comme avant. Les pilotes, pareil. Mais si jamais ils comprennent peut-être qu'il faut remettre une prime, ils se rattirent tous les pilotes, tous les gros pilotes, le public peut-être. Peut-être que Oui, je oui, pense que oui. c'est une question de Mais bon, rentabilité pour eux, peut-être. oui, bien sûr, mais Il y a bon, plus d'événements en eux, plus, ils donc gagnent leur ils argent par pourront en rapport à la profiter. télévision, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, ils sont basés par rapport aux chaînes de télévision, par rapport à la publicité. Et en dernier, c'est les pilotes et le public, tu vois. Vraiment, vraiment, c'est pas du tout ce qui les intéresse. En plus, bon, je sais pas si l'audience à l'heure actuelle le permet, je sais pas s'il y a toujours autant d'intéressés, mais Et puis, bon, je pense qu'ils continuent, de toute façon. Puis, tu sais, ce qu'il faut, enfin, que peu de gens savent, les Games, c'est Disneyland, hein. C'est Disney hmm, qui sont le propriétaire des Games. Donc, oui, voilà, donc tu parles à Disney, donc c'est une entreprise qui est très grosse. Alors Rémi, aujourd'hui, pas forcément un FMX, t'as des projets peut-être? Ou rien du tout? Des projets? Des projets de vie peut-être, en dehors du FMX ou dans le FMX, je sais pas. Oui, oui, bien sûr, mais j'en ai toujours, enfin, ça fait déjà, depuis que j'ai déménagé à Barcelone, en fait, j'avais toujours eu des projets. Et là, j'essaye vraiment de les mettre, de faire tout ce qui est possible pour les mettre en œuvre. Et ça met, enfin, quand c'est des grosses choses, on va dire, ça met toujours un peu de temps de se mettre en place et de se réaliser. Mais oui, bien sûr, j'ai d'autres projets. Pas être à la retraite, être sur la plage, à boire des bières, non, c'est pas mon truc. Ouais, t'as besoin de bouger, t'as besoin de faire des choses, Bien sûr, après, chacun plus ou moins, mais moi, c'est vraiment mon cas. J'ai vraiment besoin d'avoir des objectifs et des choses à faire. Ouais, Sinon, tu peux pas rester à te la couler douce à te faire chier devant la télé toute la journée, quoi. sinon ouais, je m'ennuie. Et puis surtout, c'est pas bien physiquement, c'est pas bien mentalement. Bon, déjà, je fais beaucoup de sport. J'ai pas trop le choix, en fait, par rapport aux blessures et si je veux continuer à rouler pour se sentir bien.
Et du coup, puis j'ai pas mal d'amis qui sont en dehors de la moto en fait pour déconnecter justement. Et, et voilà. Donc du coup, on va voir si tout se réalise et tout avance. Et puis moi, j'ai d'autres passions. J'ai pas que la moto. La moto, ça a été ma passion numéro une pendant énormément d'années. Et là maintenant, j'ai d'autres objectifs en fait parce que comme je vois que la moto, ben, il ne me reste pas dans 10 ans devant moi, tu vois. Je préfère me concentrer sur ce qui arrive pour le futur et préparer l'avenir, on va dire. Si tu pouvais parler à Rémi Bisoir, toi, en 2003, quand tu avais 17 ans, tu lui dirais quoi? Ça, c'est une bonne question. Euh, ben, qui ne change rien parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, c'était fait vraiment avec de l'innocence et juste par passion, par, par envie de réussir et de se faire plaisir. Ben, je sais pas, en fait, peut-être pas de, comment dire, ça m'était arrivé à 17 ans de mettre un peu trop de pression à des gens autour de moi pour pouvoir réaliser mes choses, en leur demandant leur aide, pardon. Peut-être pas leur demander qu'en fait ça sert à rien parce qu'ils vont pas ils vont pas t'aider. Mais je sais, franchement, c'est une bonne question, mais je sais pas comment y répondre. Moi, je dirais non, de rien changer parce que j'ai fait plein de bêtises, mais c'est ça c'est moi qui m'a appris plein de choses et qui m'a fait grandir. Je sais vraiment pas à quoi répondre à part ça. Ouais, en gros, bah, ne reculer devant rien, enfin, toujours écouter ton cerveau, Ouais, ouais, ton cerveau, non, pas trop ton cerveau, surtout ton, comment dire, ton instinct. enfin, pas ton cerveau, parce que ton cerveau, le problème, c'est que quand on réfléchit trop, après, on fait moins de choses, mais juste continuer à écouter ce qui te fait vibrer, ce Ouais, que tu aimes ce et que tu penses, quoi, enfin, que tu sans kiffes, le et regard des puis autres. voilà, et faire comme j'ai fait, comme beaucoup de font, et comme j'ai pu le faire, c'est pas écouter les autres et faire juste ce que toi, tu as envie de faire, parce que sans faire mal aux autres, sans déranger les autres, hein. Moi, j'ai dérangé personne, C'est et ce que j'allais dire, ouais, faire ce que toi tu veux faire, quoi. ouais, ouais, voilà, moi, j'étais dans ma forêt en train de faire ma réception et ma rampe, et sauter et me faire plaisir, et puis voilà, mais je sais pas. Après, j'ai fait énormément d'erreurs comme tout le monde au début, quoi. Mais comme je te dis, je peux pas faire ma carrière, donc non, non, je sais pas. C'est bien pour ça que ouais, ça serait intéressant de coacher un jeune pour lui éviter tout ce que tu as, les erreurs que tu as faites, en fait. Parce que moi, j'étais conseillé par ça, j'étais tout seul, et il y a mon père qui m'aidait, mais comme il n'avait pas vécu ce genre de choses, il pouvait pas forcément me conseiller. Et pour rebondir sur ça, à l'heure actuelle, plus d'une dizaine des dizaines d'années de carrière, est-ce que tu aurais trois petites anecdotes à nous raconter? Peut-être la meilleure anecdote, ton meilleur souvenir, ton pire, et peut-être une que tu as retenue en particulier dans tout, qui n'est pas forcément mauvaise, bonne, un truc peut-être qui t'a fait rigoler, un gros bourbier. Par rapport à quoi? Aux anecdotes. Donc, Ouais. ouais. Alors, il y en a vraiment beaucoup des bonnes. Des mauvaises, il n'y en a pas énormément, franchement, pour être honnête. Mais on peut dire l'X-Fighter à Osaka, on va dire. Ben, un mois avant l'X-Fighter, c'est mon bac à mousse qui a pris feu entièrement. Et c'était ouais, c'était 12 ans de ma vie de travail et d'investissement. Et un mois après, ben, en fait, mon rêve, c'était de faire un podium au X-Fighter et il s'est réalisé un mois après que le bac à mousse a pris feu. Et grâce à cette deuxième place, pardon, j'ai pu ben, reconstruire notre bac à mousse. Donc ça, c'est Ah, c'est une beau. bonne anecdote, on va dire, par rapport à ça. Et j'ai pu continuer à sauter, me faire plaisir, à tenter de nouvelles figures. Ah oui, belle histoire. Et ensuite, bon, après, il y en a plein de bonnes anecdotes. Mais Et à propos du bac à ensuite, mousse, euh, de quoi? et Ouais. à propos du bac à mousse, si je me trompe pas, il n'y avait pas une histoire il y a pas une histoire d'humidifier le pot, de mettre un chiffon humide autour, d'inifuger les mousses, tout ça, pour pas que ça prenne feu, justement. Alors, sur le kata, on protège le pot, tu sais, d'échappement, la sortie, là, parce que on lui met une bande, tu sais, comme sur les Harley Davidson, quand il chaleur, là, Ouais. pour réduire la chaleur. Et en plus, moi, on y met de l'eau. La mousse, elle est imifugée normalement. Si t'as pu acheter la mousse imifugée en contre-feu. Et si tu as un de temps, mais là, il n'y a pas trop de soucis là, un peu moins. Mais il y a toujours on va dire, la maintenance si elle reste accélérée dans la mousse, la réception. Mais oui, oui, il y a ça. Et par rapport au bac à mousse, il faut faire très attention. Et puis surtout avoir un extincteur, en fait. Parce que moi, à l'époque, j'en avais pas. Et là, maintenant, bien sûr qu'on a un gros. Et du coup, on n'a jamais. Parce qu'on a cherché à savoir pourquoi ça avait pris feu. Parce que les conditions n'étaient pas là pour le feu. Il faisait à peine 10 degrés et il pleuvait.
Il avait plu la veille toute la journée et le jour même, il pleuvait le matin, donc tout était mouillé. Et la moto, je me rappelle très bien, il fait froid, la moto, elle prenait pas les tours, elle avait froid. Du coup, c'était hallucinant que ça ait pris feu. En fait, c'était juste une pièce au niveau du pot d'échappement qu'on avait mis contre justement pour maintenir cette bande d'échappement et qui est en ferraille, pas en aluminium ou en inox et qui avait, avec la chaleur, qui s'était dilaté et qui est tombé dans le bac à mousse. Bah, finalement, Donc voilà. c'est une boucle, ça a prévu pour réparer, quoi. Bon, au moins. Exactement, mais bon, c'était pas agréable de voir le bac à mousse sous des flammes qui étaient Ouais. à 15 mètres de Après haut tant et d'années de tout a travail, cramé. Enfin, effectivement. les pompiers sont venus et ils ont fait demi-tour. Ils ont dit, on sert à rien, on peut rien faire. Ah, du coup, C'était, t'as dû le regarder cramer et c'est tout. ah ben voilà, t'as tout compris, c'était ça. C'était être à côté du bac à mousse, le voir cramer dans tes yeux et tu ne rien pouvoir faire. Après, d'un autre côté, faut relativiser parce que faut pas oublier qu'il y a malheureusement des riders qui sont morts dans les bacs à mousse à cause de ça. Ouais, malheureusement. Ouais. Il y en a qui. Ouais. Et, Et ouais, si jamais tu atterris mal, même dans le bac à mousse ou quoi, il y avait des histoires comme ça. ah oui, tu peux te blesser, La oui, tu peux moto, te elle blesser, faire retombe très sur mal. toi. Il y a déjà Et non, non, des pilotes, sérieusement, qui sont morts comme ça? ouais, ouais, il y a un japonais, il est mort dans le bac à mousse. Il a pris feu le bac à mousse, ils n'ont pas Non. pu le sortir. Et il est mort dans le bac à mousse. Ah merde. Ouais, ouais, ouais. Bah putain, tu vois, ça, j'aurais jamais imaginé. Ah, D'après ce ça que j'ai devait être compris, horrible. il était handicapé, hein. Ça devait être horrible, putain. Donc du coup, tu vois, il peut pas se déplacer. Et les gars, ils ont dû galérer pour le faire sortir. Parce que ça prend une vitesse que tu n'imagines pas. Puis il avait un 4 temps aussi, donc voilà. Bah Bref. ouais, c'est vrai que la vitesse, tu l'imagines pas, mais tu vois quand même au choc tu t'enfonces bien dans la mousse, quoi. Mais oui, oui, exactement. Mais la vitesse la vitesse à laquelle le bac à mousse a pris feu, c'est incroyable. On ne Ah parle ouais. pas d'une minute, là, on parle de quelques secondes, hein. En Ouais, 5 parce que bah oui, secondes, 6 c'est secondes. des trucs qui prennent feu Ah non, non, mais on dirait qu'il y super avait. rapide. Je sais pas comment t'expliquer, on dirait que c'était en plein été et que c'est comme si tu allumais une allumette là, dans un champ de maïs là, en plein été là, qui est en plein de blé bah, et tout a pris comme ça super rapidement. C'était horrible. Mais bon, voilà. Mais bon, comme je te dis, on était déjà content d'être en vie. C'était que du matériel, c'était que de l'argent. Personne n'était blessé. Mais voilà. C'est le Et après, principal. anecdote un peu difficile dans la moto, je dirais en 2013, en fait, j'avais une grosse année. J'avais 5 motos reparties dans le monde entier. 5. Et ouais, il y en avait une pour Police Games qui avait son passeport qui était parti, une pour les Masters of Dirt qui avait une grosse tournée énorme. J'avais tous les week-ends, tous les week-ends. Il y avait la moto des X Games qui avait le passeport. Il y avait il y avait 5 X Games, non quatre X Games. Il y avait Brésil, Allemagne, Barcelone et Los Angeles. J'avais signé pour ces 4 dates. Et j'avais toute la tournée des Red Bull X Fighter qui était signée aussi. Toute la tournée des Night of the Jump, des championnats du monde avec un gros coup de cul. Il n'y avait aucune date qui me correspondait, qui était le même week-end. Du coup, ça me faisait tous les week-ends de l'année, des compétitions. Et malheureusement, je me suis cassé le tibia au X-Fighter, aux essais, et que si j'aurais pas fait, enfin, c'est difficile à dire, mais si j'aurais pas fait ce flair, voulu à vouloir vraiment tout péter, j'aurais déjà fait un podium, enfin, si, oui, j'aurais fait un podium au X-Fighter, et après, j'aurais enchaîné avec les X-Games. Pareil, les X-Games, je pensais pas, j'allais là-bas, mais en visant sûrement un top 5 et les 2 premiers, ça s'est mal passé pour eux. Du coup, j'aurais eu fait aussi peut-être un podium, même quasiment sûr. Du coup, à 2013, ça a été très compliqué parce que je me suis cassé tibia péroné, un double fracture à Dubaï c'était vraiment la mauvaise année parce que ça allait être vraiment l'année de ma carrière où j'allais pu enfin combiner toutes les séries et me faire plaisir, enfin, comment dire, avoir des bons résultats un peu dans tous les championnats. Et j'étais sous morphine, c'était horrible. Il y avait le mec à côté de moi là, qui était en train de mourir sous un siège et plein d'autres qui faisaient leur prière à 4 heures du matin, 5 heures du matin. C'était pas Ouais. vraiment agréable. Et ensuite de ça, je suis allé voir un docteur, un spécialiste qui disait spécialiste des chevilles et des genoux et qui m'a dit que je pouvais reprendre sur la moto et je lui avais bien dit que j'avais très très mal alors que bon, j'étais quand même assez tolérant au niveau de la douleur et j'ai dit non, c'est moi qui suis sensible, ça a changé. Et du coup, je suis passé sur la moto et ça a repété le tibia sans tomber, ça fait juste en roulant. Et du coup, j'ai repris 4 mois derrière. Voilà. Donc c'était un peu 2013, ouais, c'était un peu Ah ça ouais. aurait pu être la meilleure année, ça s'est transformé à la pire des années. Et puis après, au retour, ça a été direct championnat du monde et je suis le deuxième. Donc c'était pas si mal que ça, mais c'était une très longue année.
Ça me fait vraiment rire l'histoire de l'hôpital à Dubaï là. Ouais, c'était pas cool. C'était pas cool. Les chambres privées étaient. Enfin, les Tu- chambres. En fait, Non, non, c'était faut vous imaginer c'était qu'une horrible. douleur comme ça, plus t'arrives pas à dormir à cause de la douleur, plus les gens Ah, qui. Ça devait ah, être c'était horrible. Mais galère. vraiment, vraiment, il y a la personne à côté de moi, je crois elle était elle était en train je crois qu'elle est morte ou elle était en train de mourir. Enfin, c'était horrible, horrible, horrible. Je sais pas ce qui s'est Putain. passé, mais elle était à côté de moi, hein, je la connaissais pas, mais voilà, c'est vraiment paraissait que c'était un champ. C'est comme dans les J'ai- films où il y a la guerre, où ils amènent les cadavres, où ils amènent les Ouais. gens à côté de toi et tout. Et resté là pendant 2 jours, j'ai vu personne, j'étais tout seul, pas de téléphone, rien qui fonctionnait. Le téléphone ne fonctionnait pas, il y avait personne qui pouvait venir, qui laissait rentrer personne. Et puis quand ils m'ont remis le tibia en place, en fait, euh, et comment dire, il y avait les fractures ouvertes. Du coup, il m'a dit, bah, je vais te remettre le tibia en place. Et j'ai dit, ben ouais, ouais. Et il m'a dit, un, deux. Et puis il m'a piqué le tibia fort. Et il me l'a retourné, il me l'a remis en place. Oh Du putain. coup, euh, du Oh, coup j'avais un petit peu mal quand même. tu l'as senti passer, je pense. Voilà, voilà. Non, non, c'était l'anecdote, ouais, la plus mauvaise de la moto. Là, ça donnait, Ouais, c'était tu pas cool m'étonnes. parce que. Et c'était dommage parce que bon, là, tout allait très bien sinon. Voilà, après, c'était oublié. 2014, c'est très bien passé. 2015 aussi. Donc, voilà. 2014, du coup, 2013, très mauvaise année. 2014, je faisais des volts et j'arrivais pas à faire les volts. C'était très irrégulier. Et puis, en septembre, octobre, je me disais, allez, ce week-end, je vais le faire sur la terre. Du coup, j'en faisais l'entraînement et ça se passait mal. Et je me rappelle, c'était la finale des champions du monde. J'étais deuxième. Et le premier, là, Michael, il tombe, c'était sur 2 jours. Il tombe sur le premier jour, dans son dernier run. Et le deuxième jour, j'avais une possibilité d'être champion du monde. Et je me suis dit, bon, mais j'ai pas le choix. Et du coup, j'ai fait le volt et j'ai gagné. Et Michael a quand même été champion du monde, mais c'était marrant parce que tout le monde s'affolait parce que le lendemain, il y avait les remises de prix des champions du monde de la FIM, là, ici, là, à Jerez, en Espagne. Et les promoteurs, ils s'affolaient. Ils me disaient, mais t'as pas de costard cravate? Comment on fait si t'es champion du monde ce soir et tout, pour demain, pour Jerez et tout? Et c'était rigolo, mais bon, ça, c'est un détail. Mais surtout, en fait, d'avoir sorti le Volt et que ça s'était super bien placé, c'était pour moi un truc de fou parce que je n'avais pas du tout prévu de le sortir dans le run. Je l'avais fait avant d'aller à l'événement, c'était bien passé, mais je n'avais pas prévu de le faire en fait. Et je me suis dit, bon, mais là, si tu le fais, tu as de fortes chances d'être champion. Et je me un super souvenir parce que c'est l'un des meilleurs volts que j'ai jamais fait. Puis j'étais dans ma zone, tout se passait super bien et c'était la folie. C'est Même si incroyable. j'étais vice-champion du monde, en fait, c'est pas grave pour moi. Bah J'étais ouais, euh, tu j'étais te quand même blessais, au content pire, d'avoir. tu tombais, t'étais vice-champion. Voilà, voilà, il y a ça. Puis c'est Qui ne surtout tente que rien à rien. voilà, voilà. Puis la terre était idéale et puis voilà, c'était la folie. Je me rappelle tout, c'était Incroyable. tout le monde, personne n'y croyait et tout, c'était la folie. Et puis en plus, aux essais, je commençais à me préparer pour le faire et tout le monde m'a vu et tout le monde se regardait. Mais tout le monde croyait que je bluffais en fait. Et voilà. Du coup, c'était une bonne anecdote. Mais des comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Des mauvaises, il y en a très peu, réellement. Du coup, non, non, c'est incroyable. Plus de bonnes anecdotes finalement, donc t'en garderas un bon Ah souvenir non, de non, tout mais ça. c'est ce que je te dis, des bonnes anecdotes, si tu veux, on va rester 10 heures, 10 heures à parler là, hein. Il y en a tellement, hein. J'ai fait des films, j'ai sauté, enfin la moto, ça m'a amené dans tous les continents du monde. Qu'est-ce que je te dis, j'ai sauté dans les dunes, j'ai fait des flips pour des films dans les Ah, dunes. ça doit être satisfaisant Passé à ça. Los Angeles, les X Games, ça avait Pink à côté, j'étais juste à 1 mètre, alors que tu vois ce que il y a 3 ans avant, j'étais dans ma campagne, j'étais jamais sorti de ma campagne. Je sais pas comment t'expliquer, ouais, des anecdotes comme ça, c'est par rapport à Ponting, mais par rapport à la moto, t'es avec Pastrana. Je fais Nitro Circus, j'ai fait des événements avec lui. Et, tu vois, enfin, tu fais des figures que tu n'as jamais pensé. Tu vas à des événements que tu jamais, enfin, que tu rêvais. Moi, je rêvais réellement, je rêvais d'être champion du monde, je rêvais d'être au X-Fighter, je rêvais d'être au X-Games réellement. Tu vois, le matin, je me réveillais, je dis, ouais, j'ai rêvé que j'allais faire cette figure-là et sur cet événement-là. Et j'en rêvais vraiment. Je vivais le truc à 100%. Et, euh, Et voilà, donc du coup, des bons souvenirs là, partout. Là, quand tu vois 2012 à Bercy, ce que ça m'a fait rappeler, c'est que toi, vendredi, samedi, c'était Bercy, vendredi, samedi, dimanche, mais nous, le jeudi, on était à Monaco. On avait un gros événement de freestyle à Monaco. Ça voyage. Du coup, le mercredi, on était arrivé à Monaco et le jeudi, je me rappelle très bien, on a fait un super événement à Monaco, ça s'est super bien passé, il y avait énormément de personnes. Et on est sorti, bien sûr, le jeudi soir et le matin, on n'a pas dormi, on est monté dans l'avion et est arrivé à Bercy le vendredi à midi pour faire les essais, quoi. X-Fighter en Afrique du Sud, je veux dire, moi, j'adore les animaux, tu vois. Je suis vraiment, depuis tout petit, c'est mon truc, les animaux, j'adore ça. Et au X-Fighter, il me dit, ouais, on va faire une séance photo, machin et tout.
Et du coup, on arrive, il y avait un éléphant et une girafe. Du coup, on sautait la rampe et tu avais l'éléphant qui passait entre la rampe et la réception. Non. Du coup, pareil avec la girafe. Tu vois, donc là, tu prenais la prise d'élan et tu vois, je me rappelle tout le temps, j'allais dans la prise d'élan, je voyais la rampe et à ma droite, je voyais l'éléphant qui arrivait, qui se rapprochait et je me dis, je priais qu'il touche pas la rampe, tu vois. Je me Putain, mais dis, s'il rentre dans la rampe là. c'est quoi? Ils te ramènent ça dans le stade ou c'est en extérieur? Non, mais c'était en fait, on avait mis une rampe, ils avaient mis une rampe, une réception dans la réserve naturelle des animaux là. Et puis ils ont ramené les Incroyable. animaux et puis ils ont fait en sorte, les dresseurs, les éleveurs ont fait en sorte que les animaux passent entre la rampe et la réception. On a fait des photos, elles ont été élues meilleures photos, d'ailleurs, meilleures photos d'action d'Europe en 2015, je crois. Bref, des trucs de fou. Tu Et voilà, bah, déconnes. des anecdotes, si, j'en ai. Si t'en veux des anecdotes, j'en ai des centaines Putain. comme ça. Mais non, mais oui, oui, bah après c'était incroyable, tu vois. Et tu vas, pareil, t'es au championnat du monde en remise à Monaco. À côté de toi, t'as tout, t'as Villopoto, t'as Airlinks, t'as les motos GP, là, Valentino Rossi et Silla, ils sont tous à côté. T'es là sur la table à côté, ils te connaissent pas, tu vois. Et toi, tu te dis, putain, c'est des superstars, ils sont là et tout, c'est incroyable. Tu vas en soirée avec eux, tu fais connaissance. Voilà, c'était. Bah, ça, c'est juste des trucs de médias, mais tu sais, t'es à Monaco quand même, tu vois. Quand tu vas à Monaco Ouais. et tu dors dans des chambres à des prix de fou, enfin, je veux dire, c'est les millionnaires qui font ça, tu vois, les milliardaires, tu vois, c'est incroyable. Ouais. Voilà, j'ai sauté sur enfin, l'Afrique du Sud, c'était incroyable. J'ai fait du freeride en Afrique du Sud. On était à un événement de freestyle, il y avait deux événements, et on était là la semaine à rien faire, et on nous a proposé d'aller faire du freeride dans les montagnes volcaniques là d'Afrique du Sud, je crois que c'était. Et du coup, on a traversé des endroits et tu vois vraiment ce que c'est que l'Afrique du Sud, des Africains qui sont au milieu de nulle part, hein, c'est n'importe quoi. Ils avaient jamais vu un miroir, ils n'avaient jamais vu un appareil photo, ils n'avaient jamais vu enfin, plein de choses. Et du Ouais, coup, ça te tu avais permet cette de t'ouvrir à des population-là. cultures. Et quand ils ont vu la moto et démarrer, la moto, ils sont tous partis en courant. Ils disent, c'est quoi ce bruit de fou? C'est quoi ce truc-là? Tu vois, pour eux, c'était vrai, mais ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas Ouais. d'internet, ils ont pas de... C'était des trucs qui te fait descendre sur terre. Tu vois, tu te dis, putain, nous, tout ce qu'on a. Et du coup, on les prenait en photo, ils s'étaient jamais vus en photo. Tu vois, ils regardaient les photos. Tu peux me l'envoyer, ils avaient pas d'adresse, ils savaient même pas où ils habitent. Et non, mais je sais pas, il y a eu tellement, parce que grâce à la moto, j'ai pu voyager et faire des trucs de fou, tu vois. Et, Des souvenirs incroyables. et ouais, ouais, non, non, bien sûr, dans toute l'Europe. Voilà, bah, et puis Mais, Madrid, on avait fait les X-Fighters, je sais pas si tu avais vu, on avait sauté sur un lac à Madrid, à Munich, pardon, en Allemagne. T'as jamais hum, vu ces vidéos? non, sur un lac, non, Bon, mais ça me écoute, dit rien. ils ont fait un X-Fighter sur un lac à Munich. Du coup, on sautait sur l'eau. On était sur l'eau. Tout était flotté. Tout était sur des flotteurs. Les rampes et les réceptions. Ah ouais. Et oui, 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 Oh pour nous, putain. c'était rien d'exceptionnel. Mais en fait, tu regardes les Ouais, mais photos, tu as l'impression qu'on c'est est au milieu de l'océan, impressionnant. quoi. Ils Incroyable. ont pris des photos, tu vois pas la rampe ni la réception parce qu'il y avait le trou ventre, bien sûr. D'ailleurs, si tu coupais les gaz, mais tu tombais dans l'eau, hein. Mais du coup, ça, c'est un truc de fou. Tu es sur un lac en train de faire ton run de freestyle, tu vois. Moi, ce qui me fait réaliser, là, c'est qu'à aucun moment tu te lances en 2003, tu te dis, je avec des Lamborghini sur un aéroport, je vais aller visiter d'autres civilisations, tout ça. Enfin, à aucun moment tu te dis que tu vas faire tout ça dans ta vie. Enfin, c'est limite, t'as vécu une vie, Ouais, bien sûr. Puis moi, j'ai une mauvaise mémoire, c'est là. magistral. Il y a des trucs que j'oublie. Mais Bah, tu peux pas te souvenir de tout, t'as tellement vécu de choses que. ouais, il faut que je reprenne les années parce que si je reprends les années, les trucs, les ci, là, et voilà. Puis voilà, je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'ai commencé le freestyle. Bon, j'avais pas du tout d'argent. J'allais sur les événements. Je me rappelle très bien, plusieurs fois, je suis arrivé sur les événements. Je, J'allais voir le promoteur. Je dis, bon, mais c'est super bien passé, merci. Est-ce que tu peux me payer? Et il me disait, oui, oui, je te ferai le virement dans la semaine. Et je lui dis, mais ouais, mais j'ai pas d'argent pour rentrer chez moi. Et du Ouais. coup, le promoteur, il se retrouvait comme un con. Il dit, ouais, mais moi, j'ai pas l'argent, je dois faire un virement et tout. Je dis, d'accord. Bon, ben merci. Et puis, j'étais sur l'événement, je pouvais pas repartir parce que j'avais pas d'argent pour payer la voiture, pour payer le gasoil et les péages. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du Bon. coup, c'est pas que j'étais un mongol, en fait. C'est juste que je travaillais la semaine pour pouvoir aller le week-end sur l'événement. Et je travaillais la semaine, je gagnais pas suffisamment d'argent. Mais voilà. Et ça, c'était en 2003, en 2004. Parce que je voulais tellement m'entraîner que je pouvais pas combiner. Je faisais bien sûr au début, je faisais le travail et le freestyle, mais au bout d'un moment, je pouvais pas faire les deux parce qu'en freestyle, il fallait que je m'entraîne beaucoup plus. Et bref. Et du coup, tu vois, je galérais financièrement. Moi, quand j'ai commencé le freestyle, j'avais m'étais fait une selle pour pas acheter une selle parce qu'on n'avait pas.
150 € dans une selle ou 200 €, on avait fait une selle en bois. Tu vois ce que je veux dire? Rater dessus, ça te fait mal au cul. T'as compris. Mais bon, il n'y avait pas Ok. d'excuse, tu vois. Il n'y avait pas Oui, d'excuse. bah tu Du donnais coup, les moyens en fait. ben exactement, c'était soit ça, soit tu sautes pas, hein. Ou alors, il faut attendre encore un mois pour avoir gagné ces 150 € pour acheter une selle. Et voilà, donc non, il n'y a pas d'histoire là. Du coup, on faisait ça comme ça. Et puis voilà. Puis après, ça s'est bien passé, tu vois. 5 ans plus tard, j'avais pu m'acheter une M3 de 450 chevaux à 50 000 €. Et tu vois, voilà, je ne l'ai pas volé. C'est Parce sûr, que, c'est sûr, mais voilà, après, il faut pas partir dans le matériel comme je suis en train de te dire. Mais c'est c'est parce sûr, que oui, oui. peut-être le fait que, tu vois, j'avais une remorque avec une voiture qui faisait 70 chevaux et qui avait 350 000 km et je suis tombé en panne 50 000 fois. Quand j'ai eu un peu de sous, après, j'ai acheté un Trafic et quand j'ai eu un peu plus de sous, ben après, j'ai acheté Bah une très belle voiture. tu t'acharnes pour Mais, profiter, enfin c'est normal. mais après, c'est pas du tout le bon chemin. Il faut pas faire comme ça. Mais bon, moi, je suis parti dans l'extrême parce que c'était tout dans l'extrême. Comme je dis, sans jamais me faire de mal ou manquer de respect à qui que ce soit, tu vois. Mais voilà, voilà, il y a eu du parcours de fait ici et là, donc, euh, donc c'était vraiment incroyable de jamais être à la maison, toujours en train de voyager et d'arriver sur des événements où tout se passait bien, où les promoteurs, pareil, ils t'amènent dans les meilleurs restaurants du coin, enfin, etc., etc., et ils prennent soin de toi, c'était super, c'est des bonnes, comment dire, c'est des bonnes choses à vivre. Mais franchement, bravo. Ouais, c'est le mot, il y a que ce mot-là à dire, hein. Bravo. T'as Ben, merci. réalisé, t'as réalisé un truc de ouf. Et parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se faisaient peut-être avant l'interview, parce que là on en sait un peu plus sur comment ça se passe. Bon, peut-être qu'il y en a qui redescendent sur Terre, peut-être qu'il y en a qui voient le sport encore mieux. T'aurais quoi à dire à des jeunes qui voudraient se lancer dans le freestyle motocross aujourd'hui? Euh, ben, mais pas de griller des étapes, surtout, tu vois, ça met du temps d'arriver à faire des bonnes figures. Après, d'écouter soi-même ou d'écouter vraiment les bonnes personnes, pas les gens qui savent pas ce qu'ils disent et qui en ont jamais pratiqué. Et parce que malheureusement, ça peut avoir des mauvais effets, des mauvaises conséquences, pardon. Mais surtout voilà, qui se font plaisir et qui y aillent étape par étape et qui foncent, quoi. Qui foncent parce que c'est tellement, il y a que du positif, quoi. Sauf bien sûr les blessures, mais ça, s'il y a des Ça blessures et fait partie s'il du y sport. a. Non, pas forcément, parce que tu vois, moi, je me suis pas énormément blessé parce que tu te rends compte que on s'entraîne beaucoup, en fait, tu vois, c'est des millions de sauts, quoi. Chaque sortie en moto, je sais pas combien de sauts c'est, mais moi, déjà, je sais pas, mais c'est des centaines de sauts, bah, plus que ça. C'est 200 sauts ou je sais pas, par session. Et moi, dans ma vie, combien de fois j'ai roulé 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 quasiment. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, les seuls moments de repos, on va dire, c'est quand tu es dans l'avion ou quand tu voyages maintenant en voiture, tu vois. Mais non, non, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils foncent. En plus, là, maintenant, avec les airbags, les rampes, le ci, le là, Ouais, il y a une ils. opportunité de malade d'être plus encadré. Mais ouais, bah, nous, si on s'est cassé les os, s'il n'y avait pas d'airbag, tu vois, c'était sur la terre. Là, avec C'est les grâce à vous qu'il airbags. y a ça. De quoi? C'est grâce à vous qu'il y a ça, c'est vous qui avez construit Ouais, ça. peut-être, Vous êtes cassé mais ce que je le. veux dire, si tu penses, nous, si on avait eu des airbags, il y a plein de blessures qu'on aurait évitées. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, profitez-en, il y a les airbags, et du coup, foncez, parce que ça va leur éviter toutes ces blessures qu'on a eues. Je ne dis pas que tu vas pas te blesser sur un airbag, mais les chances de se blesser sont beaucoup plus faibles que sur la terre, parce que c'est pas pareil. Nous, on sautait même pour voir la différence. Moi, j'ai fait beaucoup de choses sur des réceptions métalliques. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça me dit un truc. Ben, en fait, c'est une réception C'est métallique, c'est une réception mobile qu'ils appelaient ça. Et en fait, c'est comme un airbag, mais c'est une structure en ferraille. Donc, on sautait sur de la Si, je ferraille. vois. Oui, ok, je vois. Ouais, Voilà. oui, oui, je vois, j'ai déjà vu ça. Ok. Et une fois, moi, je suis tombé sur une réception. Bon, plusieurs fois, je suis tombé sur une réception métallique, mais une fois, je suis tombé, et peux te garantir, c'est du métal, parce que je me rappelle, j'ai glissé sur la moto, il y avait des étincelles de la moto sur la rampe, ça avait fait des étincelles, c'était marrant. Il s'était rien passé, mais sur le coup, tu te dis, c'est incroyable. Tu dis ça à quelqu'un maintenant, il va pas vouloir sauter, hein. Oui, on C'est se bah sort, oui, oui, hein? oui, oui, c'est sûr, ouais. C'est Non, mais sûr qu'on va je te pas le dis. avoir envie. Non, mais je te le dis parce qu'il y a des événements où j'y vais et il y a les riders, ils m'appellent, ils me disent, c'est quoi ces réceptions en airbag, hein? Je dis, non, c'est la terre. Ah non, non, je n'ai même pas.
J'ai dit, comment ça? Ah non, je rigole pas, il y en a plein. D'ailleurs, en parlant de l'autre espagnol, la Mincha, la première fois qu'il a sauté sur la Terre, c'est sur mon parc, c'est mon parc au mois de novembre. Cette année? Enfin, 2024? Hein? De quoi? 2024? Ouais, ouais. Ah, ok. Il est ailleurs, Et il lui. est arrivé, il dit, c'est comment la Terre et tout? Je dis, comment ça? Il dit, ah, j'ai jamais sauté sur la Terre. Et du coup, j'ai été. Et c'est vrai, en fait, c'était pas un mensonge du tout, c'était la vérité. Il avait jamais sauté sur la Terre. Mais il est ailleurs. Hein? Non, non, Il- parce qu'il a pas Non, mais pas enfin, d'inception en Terre. non, mais enfin, il est fou. Enfin, ok, ouais, 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 ok. Oui, c'est vraiment un bon Ben non, pilote c'est pour le que je coup. pense Enfin, qu'il quand a tu vois. jamais. Et c'est pour ça qu'il est passé par là, parce qu'il avait jamais eu l'occasion de sauter sur la Terre. Il s'est arrêté, il dit, je peux sauter sur la Terre. Et ben, vas-y, hein. Bon, Et puis bah, voilà. Et ça ouais, s'est très bien passé, hein, mais sur le coup, j'ai un chiné complet. Je dis, putain. ok. Voilà. Bon, Et moi, j'essaye vraiment de pas sauter sur les airbags, en fait. Pas que j'essaye pas, mais sur l'entraînement ou quoi, je suis vraiment terre-terre, quoi. Et il y en a plein qui essayent d'avoir des airbags maintenant pour s'entraîner sur l'entraînement. Mais il y en a plein qui, maintenant, s'il y a un événement où c'est de la terre, ils viennent pas. bon. Eh C'est ben, c'est la nouvelle génération, hein. ouais, ça évolue, ça évolue. Ouais, Depuis 2022, tout le monde saute sur des airbags et il s'est passé. Du coup, ils ne veulent pas sauter sur autre chose, hein. Oui, ouais, ouais, bah, c'est vrai que ça se voit beaucoup sur les shows et tout. Il y a de plus en plus, même les shows en extérieur, il y a de plus en plus d'airbags, hein. Ah, C'est vrai. je te parle même d'anciens riders, hein, des anciens qui sont là, ils veulent pas sauter sur la terre. Et ça, il y a une explication à ça, ou c'est juste que les airbags c'est plus confortable, c'est y a un truc. Ben, c'est juste c'est pour la sécurité, et puis ça donne moins d'impact, et puis c'est pour la sécurité. Ils savent que s'il se passe quelque chose, ils n'auront rien, tu vois. Ok. Bon. Mais, Parce que moi, comme, j'ai vu plein de chutes sur les airbags et tout le monde se relève que sur la terre. J'ai vu plein de chutes et la moitié des chutes, ça se relevait pas, hein. mais Donc, comme tu dis, après, oui, faut que les gens foncent, mais prendre en compte le risque, je suppose, après, faut vivre. Faudra apprendre à vivre avec. Si jamais tu te lances dans le ouais, bien sûr. freestyle, C'est surtout en fait, c'est que enfin, c'est pas une compétition, t'as pas de pression, tu vois. Du coup, si tu vas sur l'événement et que la terre, la réception ne te plaît pas, t'es pas obligé de tout faire. ouais. Ok. Bref, ça, c'est juste, c'est leur point de vue, hein. Ouais. C'est leur... C'est chacun Après, je les son. comprends. Après, je les comprends aussi, tu vois. Il y en a tellement qui ont eu des blessures et qui ont des séquelles qu'ils ont un peu peur d'avoir la même chose et puis ils se sont fait, comment dire, ils ont pris des années et puis là, voilà, tout le monde est plus. Et Mais vas-y, comme ça. et t'aurais peut-être un message à passer tout court, un truc à dire non, ou rien de particulier. Un message à passer tout court. Merci, merci d'être intéressé par le freestyle. Avec plaisir d'avoir fait cette interview. Je te souhaite d'en faire plusieurs, de C'est continuer le prévu. à interviewer les pilotes qui t'intéressent. Et puis que bonne continuation à toi sur tes débuts de freestyle. Postera tes photos, tes vidéos là, pour voir comment ça va. Ouais. Et comme tout, il faut se faire plaisir. Il n'y a que ça. Juste se faire plaisir et foncer. Mais merci d'avoir répondu aux questions, Rémi. Je te souhaite bonne continuation et, et ciao, on se tient au courant, on reste en contact. À très bientôt.